Bon, l'arthrose du coude, premièrement, chez le danseur, c'est pas fréquent. J'ai bien vu dans le graphique que vous nous avez montré, ça représentait quelque chose d'infime dans le camembert. Mais en plus du reste, dans la pathologie générale, c'est rare. Même si, en fin de vie, quand vous faites les autopsies, 95% des gens présentent une arthrose latérale au niveau du coude. Cliniquement, ça représente très peu de choses, 1 à 2% des pathologies du coude, 7% des arthroses, et il y a une prédominance sur la radio humérale. Les étiologies sont classiquement les traumatismes, les directs, les microtraumatismes professionnels, les microtraumatismes sportifs, et enfin, on a des arthroses qui sont secondaires à des affections rhumatologiques, quelles que ce soit les chondrocalcinoses, des rhumatismes inflammatoires ou d'autres. Cliniquement, ça se manifeste d'une manière relativement simple, c'est au sein des douleurs, une perte d'extension puis une perte de la flexion. Il y a quelquefois des accrochages douloureux qui sont le témoin de corps étrangers. Il y a parfois des épanchements qu'on palpera en arrière. Il faut s'intéresser au nerf cubital et surtout rechercher une instabilité du coude, instabilité latérale ou une instabilité de la tête radiale. L'instabilité de la tête radiale, c'est le SMILE, Symptomatic Minor Instability of the Lateral Elbow. C'est une atteinte du ligament collatéral radial et du ligament annulaire qui entraîne une hypermobilité de la tête radiale, avec secondairement une chondropathie de la tête radiale et une synovite avec une incongruence. Et ensuite, il y a une chondropathie ulnaire avec une atteinte capsulaire et une atteinte du tendon du court extenseur du radial du carpe. Et tout ça vous favorise l'apparition de l'arthrose au niveau du coude. L'imagerie, elle est dominée par quoi? Les radios, avant tout. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de voir les ostéophytoses qui sont antérieures, postérieures, le pincement articulaire qui, dans la majorité des cas, est sur de la radio ulnaire, et les corps étrangers qui sont diversement placés. Il ne faudra pas oublier le profil, parce que très souvent, on peut dénicher une subluxation de la tête radiale qui est un facteur favorisant de l'arthrose du coude. Ensuite, je vous transmettrai ce que j'ai appris à Strasbourg il y a très peu de temps, c'est le PUDA. Qu'est-ce que c'est que le PUDA? Eh bien, c'est l'angle qui existe entre la diaphyse cubitale et l'extrémité proximale du cubitus. Vous l'avez normal ici, sur la diapo, et quand il est augmenté par les contraintes postérieures qu'il entraîne, il favorise l'apparition d'arthrose au niveau du coude. L'imagerie, et bien évidemment, sera complétée par le gold standard qui, pour nous, est l'arthrose scanner essentiellement. Pourquoi? Parce que les coupes sont fines, que premièrement les scanners, on peut en avoir un petit peu partout et relativement rapidement, et qu'on a une meilleure analyse au niveau du cartilage, on a une meilleure analyse au niveau des corps étrangers, alors que dans l'IRM, on n'a pas ça. Et puis, on peut avoir des reconstructions du scanner, ce qui peut nous donner des belles images qui peuvent nous intéresser en préopératoire sur les ostéophytoses au niveau de l'olécrane et de la fossette, ou bien au niveau du bec coronoïde et de la face antérieure de l'humérus. L'IRM et l'arthro-IRM, bien évidemment, mais ça analyse plutôt les parties molles pour savoir un petit peu comment s'il y a des choses au niveau du nerf du cubitus et sur les ligaments latéraux. L'échographie reste un examen qui est intéressant, essentiellement pour analyser le nerf ulnaire. Étant donné que c'est un examen dynamique, ça va permettre de voir s'il y a des instabilités au niveau de la tête radiale et la confirmation d'un épanchement si on n'a pas le doigt explorateur. Le traitement, il dépend essentiellement du handicap. Alors, bien évidemment, chez les sportifs, c'est quelque chose qui peut survenir très précocement, mais on est étonné chez les non-sportifs de la relative tolérance des arthroses du coude qui arrivent alors qu'elles sont déjà relativement évoluées. En fait, quand la flexion est en dessous de 100 degrés et que vous n'arrivez plus à mettre la main à la bouche, c'est le signe d'appel. Ou si vous avez plus de perte de la pronosupination, c'est pour les adeptes du bistrot, pour le baby-foot, mais en dehors de ça, les gens arrivent avec une tolérance relativement bonne de leur handicap. Le traitement médical, c'est avant tout le premier traitement à proposer. Alors les traitements locaux, on les connaît tous.
Les corticoïdes, ils ont une efficacité courte. On a essayé des acides hyaluroniques. Il y a très peu d'études réelles qui ont été faites. Et il n'y en a qu'une seule qui a été faite par Van Brakel et qui a montré il y a 7-8 ans que ça n'avait pas une efficacité extrêmement importante. Les PRP, je n'ai trouvé dans la bibliographie, même en cherchant hier soir, encore tard à la veillée, que quelque chose chez le coude du chien, donc on n'est quand même pas chez nous. Et puis, il reste les orthèses qui peuvent permettre, en post-opératoire ou même simplement de manière, en posture nocturne, de limiter les pertes d'extension, voire les pertes de flexion. La kinésithérapie d'entretien conservera la souplesse au niveau de l'articulation. Et puis, quand le traitement médical ne marche plus, après une discussion avec le patient, bien évidemment, on va passer au chirurgical. Et alors, le chirurgical, avant, c'était à ciel ouvert. Actuellement, c'est d'abord arthroscopique. Ça permet, sous arthroscopie, de resséquer les ostéophytes, donc d'améliorer la souplesse, de faire une arthrolyse de la capsule antérieure, qui est toujours possible à condition de bien connaître l'arthroscopie du coude, et puis, surtout et avant tout, de retirer les corps étrangers, ce qui va être notre heure de gloire au moment où nous sommes endoscopistes articulaires. Ça permet aussi d'aller creuser la fenêtre de la crânienne en arrière. C'est là, ici. Et à Outerbridge, j'avais montré il y a un peu plus de presque 20 ans maintenant que le creusement de cette fossette pouvait se faire sous endoscopie en resséquant les ostéophytes et ça permettait de retrouver une extension de bonne qualité. Et puis, on a toujours, avec la curette, comme vous voyez ici, vous pouvez à la curette resséquer l'ostéophytose qui se trouve dans la fossette crânienne, et puis dans les ostéophytes latéraux, à la fraise, on arrive très bien à les resséquer en douceur. Moyennant quoi, au niveau du coude, il faut quand même être relativement prudent. C'est une articulation qui est étroite, qui ne permet pas de se promener tranquillement. Et il ne faut pas oublier que sur le coude traumatique, il y a parfois des modifications neurologiques, et en particulier, c'est des gens qui parfois ont été opérés, et on leur a simplement transposé le cubital en avant. Et si vous ne faites pas attention à ça, vous allez vous embrocher le cubital tranquillement. Donc il faut quand même être relativement vigilant, et puis être aussi vigilant sur les voies d'abord, parce que les voies d'abord du coude sont des voies d'abord à risque. L'arthroscopie est indiquée essentiellement quand il y a des corps étrangers, quand les pertes d'amplitude sont modestes, et à ce moment-là, c'est quelque chose qui marche très bien. Je vous passerai sur cette vidéo parce qu'on me l'a coupée. Et par contre, les corps étrangers, ça a été l'heure de gloire de l'arthroscopie. Il y a très longtemps, avec Didier Rousseau, nous avons commencé à faire des extractions de corps étrangers dans des coudes. À l'époque, c'était les judokas, tant pis pour les danseurs. Mais il avait un réservoir de judokas absolument extraordinaire, ce qui m'a permis de m'entraîner et retirer les coudes en avant, en arrière, en postérolatéral. Et quelquefois avec un nombre de chondromes ou d'ostéochondromes qui dépassaient les 30 ou 40, ce qui est quand même relativement important. Et les gens arrivaient avec une certaine tolérance. Une fois l'arthroscopie dépassée, on arrive au traitement chirurgical. C'est donc quand les raideurs sont extrêmement importantes, et c'est surtout dans les arthroses post-traumatiques. Et ça permet une arthrolyse extensive et une résection de la tête radiale chirurgicale. Enfin, on peut être amené à proposer, en l'absence d'instabilité latérale au niveau des prothèses huméroradiales, mais c'est quand même une grosse discussion. Personnellement, j'en ai jamais posé l'indication. La prothèse totale de coude, elle aussi, peut être discutée chez le sujet dit âgé. Et enfin, j'ai vu qu'il avait été proposé une ostéotomie de raccourcissement du radius pour diminuer les contraintes au niveau de l'huméroradial sans déstabiliser le coude. Néanmoins, il s'agit d'une publication quasiment unique, avec peu de recul, qui a été citée de nombreuses fois, mais personne ne s'est lancé derrière, à ma connaissance. Donc, en conclusion, vous dire quoi? Qu'il y a une opposition entre la demande des patients et puis les options thérapeutiques qui restent quand même limitées. Et en dernier recours, les prothèses peuvent être proposées, mais elles n'ont pas apparemment une durée très longue. Et le but principal, c'est quand même de tirer le traitement médical le plus longtemps possible pour préserver l'articulation. Je vous remercie.